Bien, merci beaucoup. Et donc, on passe tout de suite à la présentation de Dany Krivost, qui est doctorant en histoire à l'Université de Québec à Trois-Rivières et qui va faire une intervention intitulée Autisme et troubles d'apprentissage au Québec, la place des parents dans les mouvements associatifs depuis 1975. Eh bien, à toi la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Alors, on voit le PowerPoint, mais sur la fenêtre, donc peut-être il faut le mettre en mode diaporama. Là, c'est mieux ou pas encore? Non, on voit tout le fichier, toute la fenêtre de... OK, on va reprendre ça à nouveau. Ça en vient. Là, c'est bon? Non, c'est pareil. OK. Bon, c'est pas très grave peut-être. Hein, est-ce que OK, d'abord, c'est bon pour... est-ce que vous voyez le Ouais, cadre PowerPoint? ouais, on voit les petites fenêtres à côté, mais je pense que ça va aller. OK, puis sinon, est-ce que vous voyez quand je change Ouais, de diapo? c'est très bien ça. Ouais, OK, parfait. Bon, super. on va y aller comme ça. C'est parti. OK, bien, merci beaucoup au comité d'avoir accepté ma présentation. Merci aussi aux personnes qui ont présenté juste avant moi, qui ont mis la table sur leur présentation super intéressante. Donc, je vais me lancer. Depuis 2010, il y a plusieurs personnalités publiques qui déclarent leur diagnostic d'autisme et qui en font une composante clé de leur image. De 1995 à 2005, il y a une série semblable de sorties du placard qui concernaient plutôt des diagnostics de troubles d'apprentissage, comme le TDAH ou la dyslexie. Ces moments médiatiques-là sont, à mon avis, la pointe de l'iceberg d'une transformation qui est plus profonde, des significations, mais aussi des usages sociaux, politiques et identitaires des diagnostics d'autisme et de troubles d'apprentissage depuis 1975. Et les associations de parents d'enfants diagnostiqués sont, à mon sens, au cœur de ces transformations-là, mais leur rôle politique et les tensions qui les façonnent sont peu étudiés. Donc, ma communication va aborder ces associations-là pour réfléchir à leurs interactions avec le monde politique. Plus spécifiquement, je vais comparer les stratégies divergentes adoptées par la Fédération québécoise de l'autisme, la FQA, et l'Association québécoise des troubles d'apprentissage, la QETA, entre 1975 et 2020. Donc, je vais commencer par justifier un peu ma comparaison autisme-troubles d'apprentissage, qui peut paraître curieuse. Et ensuite, je vais montrer que la FQA, donc la Fédération québécoise de l'autisme, reste une association dirigée par et pour les parents d'enfants autistes, alors que la QETA choisit plutôt au début des années 2000 de se rapprocher des groupes de professionnels qui encadrent des troubles d'apprentissage. Donc ça va être le premier point que je vais parler. Le deuxième point, je vais montrer que alors que la FQA n'hésite pas à mettre en scène dans sa revue des relations tendues entre les parents et les différents intervenants professionnels, ou à se prononcer, à débattre à l'interne d'enjeux polémiques, comme le lien entre la vaccination et l'autisme, bien, la QETA, du côté des troubles d'apprentissage, met plutôt en scène dans sa revue une vision consensuelle des troubles d'apprentissage. Elle évite en fait de prendre position assumée sur certains sujets plus délicats. Et puis en conclusion, je vais émettre l'hypothèse que ces stratégies divergentes-là s'expliquent dans les deux cas par une volonté de participer aux échanges et aux décisions politiques. Donc, je vais chercher à interpréter l'agentivité de ces mouvements associatifs-là face à des structures et un contexte politique établi. Pour faire tout ça, je vais me baser principalement sur l'analyse des revues publiées par les deux associations, soit la revue L'Express dans le cas de la Fédération québécoise de l'autisme et la revue Rendez-vous dans le cas des troubles d'apprentissage. Donc, c'est des revues qui contiennent des textes de différentes provenances, donc il y a différentes personnes qui publient dans la revue, parfois des intervenants, des professionnels, aussi des parents évidemment, des acteurs politiques, même dans certains cas des personnes diagnostiquées, et finalement aussi des textes que j'ai identifiés comme des éditoriaux, donc qui sont écrits par des membres administratifs, disons, des associations. Et
bon, ces différents documents-là, de différentes provenances, témoignent de stratégies diverses et sont particulièrement riches pour montrer comment le discours des associations dites de parents est façonné en fait par le contexte politique. Au total, j'ai dépouillé 860 articles de revue, donc c'est une analyse exhaustive, donc tous les textes publiés, donc 860 pour la revue Rendez-vous de la Quéta et 401 textes pour la revue L'Express qui concerne plutôt l'autisme. Donc, bien évidemment, l'autisme et l'apprentissage, c'est pas la même chose, ça n'implique pas la même prise en charge. J'ai décidé de comparer les deux parce que leur trajectoire en tant que catégorie diagnostique présente des points communs. Dans les deux cas, c'est des diagnostics qui sont relativement peu utilisés jusqu'aux années 1990, mais qui deviennent ensuite des conditions beaucoup plus largement diagnostiquées au 21e siècle. Donc, les prévalences dans les deux cas explosent à partir des années 90-2000. Mais malgré ces points en commun-là, le statut politique de l'autisme et des troubles d'apprentissage au Québec est différent. Juste un exemple, les acteurs qui sont concernés par l'autisme vont interagir beaucoup plus avec le ministère québécois de la Santé et des Services sociaux. Et ceux qui sont concernés par les troubles d'apprentissage, eux, interagissent principalement avec le ministère de l'Éducation. Donc, malgré le fait que l'Association québécoise des troubles d'apprentissage et la Fédération québécoise de l'autisme aient toutes les deux été fondées par des parents d'enfants diagnostiqués, respectivement en 1966 pour la Quéta et 1976 pour la FQA. Bien, malgré ça, le contexte politique différent dans lequel les deux associations évoluent, il y a un impact sur leur discours général et surtout sur la place que les associations donnent aux parents. Donc, dans les revues, les différences sont d'abord visibles quantitativement dans le nombre de textes qui sont identifiés comme provenant d'un parent de personnes diagnostiquées. Dans la revue de la Fédération québécoise de l'autisme, il y a environ 14% des textes qui sont signés par des parents. De l'autre côté, la revue de la Quéta, elle a seulement publié 27 textes sur les 860 qui sont écrits par des parents. Donc, on est plus autour de 3% des textes, ce qui est évidemment très peu. Concernant les textes publiés par d'autres acteurs dans les revues, par exemple les intervenants ou les professionnels de la santé et de l'éducation, il y en a encore plus du côté de l'autisme, environ 44% versus 33% pour les troubles d'apprentissage. Mais cette différence-là s'explique en fait par le fait que pour les troubles d'apprentissage, les textes qui sont identifiés comme des éditoriaux, donc qui proviennent de membres exécutifs de l'association, sont en fait signés par des intervenants et des professionnels qui sont impliqués dans les administrations de l'association. Donc, en réalité, les intervenants et les professionnels y interviennent plus dans la revue Rendez-vous de la Quéta que dans l'Express du côté de l'autisme. Les parents ne sont pas non plus également représentés comme destinataires du discours des revues, puis plus largement des associations. La revue de la Fédération québécoise de l'autisme s'adresse plus directement aux parents. Par exemple, il y a une chronique régulière qui revient souvent, qui présente le centre de documentation de l'association et qui insiste pour dire que les ouvrages qui sont mis à la disposition des membres de l'association s'adressent la plupart du temps aux parents d'enfants autistes. La Fédération québécoise de l'autisme publie aussi régulièrement, encore jusqu'à aujourd'hui, des guides aux parents pour les outiller sur divers sujets comme les processus de plainte en cas de services inadéquats, les discussions sur la sexualité des personnes autistes, plus des textes qui présentent différentes structures scolaires et médicales avec lesquelles les parents doivent composer, ou encore des guides sur l'alimentation des enfants autistes. Du côté des troubles d'apprentissage, la situation est différente. Il y a quelques guides, quelques textes destinés aux parents qui sont publiés dans la revue, mais ils sont concentrés dans les années 1980 et 1990. Donc, par exemple, en 1987, il y a un éditorial de la Quéta qui recommande l'ouvrage The Misunderstood Child, qui est présenté comme, je traduis, je cite, définitivement pour les parents.
Mais ces textes-là sont plus rares, donc à partir des années 2000, les textes qui s'adressent explicitement aux parents sont plus rares au profit de ceux qui s'adressent aux enseignants et aux professionnels de l'éducation. En 2004, par exemple, la CETA offre à ses membres, via son centre de documentation, un manuel de l'enseignant, des documents gouvernementaux, une copie du plus récent DSM et un guide d'observation et pistes d'intervention à l'intention des enseignants. 3 ans plus tard, les ouvrages proposés en 2007 témoignent eux aussi du fait que les enseignants et les professionnels de l'éducation sont désormais les principaux destinataires du discours de l'association. Donc, quelques exemples d'ouvrages proposés dans ce texte-là. Learning Disabilities Diagnostic Inventory, les intelligences multiples au cœur de l'enseignement et de l'apprentissage, répertoire des outils d'évaluation et un ouvrage sur la pédagogie différenciée. On est à la moitié de la communication et juste, c'est normal que le PowerPoint n'avance pas. Peut-être. Ah, non, c'est pas normal. Ah, voilà. Ça bouge-tu, là, ou pas? Là, c'est bon. C'est bon, ok, pardon. Pas de souci. C'est bon, je suis dans les temps, c'est correct. Mais bref, voilà un éventail d'ouvrages qui sont plus spécialisés, qui s'adressent plus clairement aux enseignants et aux professionnels qu'aux parents d'enfants diagnostiqués. Toujours au sujet du déplacement du destinataire, du parent vers les professionnels, ce déplacement-là, il est aussi visible dans le contenu et dans l'organisation du congrès annuel de la CETA. L'association s'allie à la fin des années 1990 avec des associations professionnelles comme l'Association des orthopédagogues du Québec et l'Association provinciale des enseignants du Québec. Donc, elle s'allie à ces regroupements professionnels-là pour organiser son congrès annuel. Dans les programmes des congrès, les sujets s'adressent aussi plus clairement à un public de professionnels, avec des conférences sur la conscience phonologique, sur la gestion des ressources scolaires, sur des méthodes d'apprentissage spécifiques. Dans une vidéo publicitaire pour son congrès de 2023, qui s'est déroulé il y a quelques jours à peine, la CETA, qui est devenu l'Institut TA depuis 2015, mais la CETA invite les inscriptions au congrès dans les termes suivants. Je cite, « Vous êtes au plus grand rassemblement en éducation inclusive. Vous êtes enseignants, orthopédagogues, conseillers pédagogiques, direction d'établissement, professionnels de l'éducation et la réussite de tous vos élèves vous tient à cœur. Voici l'occasion unique de vous outiller. » Donc, fin de la citation, on voit bien que les parents, clairement, ne sont pas destinataires de ce congrès-là, ne sont pas impliqués dans le congrès. Finalement, la place des parents dans la gestion des associations, elle est aussi différente. Leur présence est en fait requise dans les règlements de la Fédération québécoise de l'autisme, donc le règlement de 1996 qui stipule, je cite, que les parents ou les personnes ayant la garde d'une personne autiste et autres troubles envahissants du développement doivent occuper les 2/3 des postes au conseil d'administration. Il y a une contrainte équivalente qui ne semble pas exister du côté de la CETA, d'après ce que j'ai vu jusqu'ici. Cette place variable que donnent la FQA et la CETA aux parents de personnes diagnostiquées, elle a une incidence, à mon avis, sur le discours général des associations. Et plus spécifiquement, j'estime qu'elle explique la place qu'accordent les associations aux tensions entre les parents et les professionnels ou aux thèmes qui peuvent accentuer ces tensions-là. Je pense aussi qu'elle explique le fait que la Fédération québécoise de l'autisme, contrairement à l'Association québécoise des troubles d'apprentissage, elle n'hésite pas à prendre position sur des enjeux polémiques. Donc, premièrement, les deux associations ne font pas une présentation égale des interactions entre les parents et les intervenants. La revue L'Express de la FQA présente davantage de tensions que la revue Rendez-vous de la CETA. Un texte à la fin des années 1990 montre bien le type de tension, surtout le type de ton qui est parfois mis en scène dans l'Express. Donc, c'est un texte où une mère revendique certains traitements qui sont jugés peu orthodoxes et elle utilise les termes suivants. « Ma position n'est certainement pas d'attendre 30 ans avant qu'un plus puissant comité médical décrète après de longues années d'attente que tel ou tel traitement peut enfin être proposé au peuple. » Donc, on voit le type de ton qui peut être mis en scène dans l'Express.
Un ton qu'on retrouve beaucoup moins dans la revue de l'Aketa, donc qui tient un discours moins direct, moins acrimonieux sur les relations entre parents et intervenants. Dans les années 1980, il y a quand même quelques cas de tension, mais c'est présenté sur un ton beaucoup plus posé. En 1986, par exemple, il y a une mère qui explique qu'elle a fait évaluer son enfant parce qu'il était agité. Et le pédiatre n'a rien trouvé d'anormal, mais la mère continue de penser qu'il y a un diagnostic qui devrait être posé. Quelques années plus tard, il y a un autre parent qui demande à l'équipe de l'Aketa ce qu'il devrait faire lorsque les différents professionnels consultés ne s'entendent pas entre eux sur le diagnostic. Donc, dans les deux cas, l'Aketa montre qu'il y a un désaccord entre parents et professionnels qui ne sont pas toujours sur la même page, pas toujours sur la même longueur d'onde, mais elles ne montrent pas des grandes tensions, elles ne montrent pas de confrontation, il n'y a pas le ton acrimonieux qu'on peut retrouver du côté de l'Express. Ce phénomène-là s'accentue à partir de la fin des années 1990. Donc, au Québec, il y a une nouvelle politique sur l'adaptation scolaire qui se développe à ce moment-là et qui influence le discours de l'association. Donc, à partir de ce moment-là, la revue publie de plus en plus de textes qui valorisent à la fois la collaboration interprofessionnelle, mais aussi la collaboration avec les parents et la place des parents dans les structures scolaires, notamment dans les comités de parents. À partir de ce moment-là, l'Aketa met en scène dans sa revue des relations harmonieuses entre les parents, les intervenants et les écoles. Elle va même jusqu'à présenter les professionnels comme ses plus précieux alliés. Je cite, « Heureusement pour nous, plusieurs de ces professionnels dévoués font alors don à notre organisme de leur temps et de leur connaissance afin de nous aider à défendre et promouvoir nos droits et ceux de nos enfants. » Donc, on voit bien le contraste entre les deux associations. On voit que l'Aketa, au moment où elle se rapproche des professionnels au tournant des années 2000, elle propose une lecture qui est plus consensuelle des interactions entre parents et intervenants. La Fédération québécoise de l'autisme, elle effectue elle aussi un rapprochement avec les professionnels. Je ne veux pas exagérer la différence entre les deux. Elle va aligner sur certains enjeux sa position à celle du gouvernement du Québec et à celle des professionnels, notamment sur la nature de l'autisme. Mais la Fédération québécoise de l'autisme, à mon avis, ne devient pas cooptée par les professionnels de la santé et de l'éducation. Le deuxième point que je veux aborder dans cette partie-là, c'est que les deux associations ne traitent pas d'enjeux polémiques de la même façon. Je vais prendre pour exemple deux polémiques qui surviennent à peu près au même moment au Québec, donc vers 1998-2002, soit la polémique sur le lien entre la vaccination et l'autisme, et la polémique sur les potentiels impacts négatifs de la consommation de psychostimulants, comme le Ritalin, par exemple, pour traiter les troubles d'apprentissage. Encore une fois, le rôle que se donnent les associations est différent. On est plus du côté de représentation des parents avec la FQA, alors que l'Aketa est plus dans le prolongement du discours des professionnels. Il reste 2 minutes. Allant de 1998 à 2002, la Fédération québécoise de l'autisme, elle adopte de façon très marquée officiellement une définition physiologique de l'autisme qui soutient que le trouble n'est pas inné, mais il est plutôt causé par les agresseurs externes, comme les vaccins, le gluten et autres polluants environnementaux. C'est une prise de position qui est contraire à la définition neurologique qui préconise déjà à ce moment-là les professionnels de la santé, mais ça n'empêche pas la FQA, étant donné le rôle qu'elle se donne, ça n'empêche pas de se prononcer sur cet enjeu polémique-là. Et elle va se prononcer de façon très marquée. Les textes qui concernent cette définition-là prennent à ce moment-là beaucoup de place dans la revue de l'Express. Danick, il faut conclure. Oui, j'y arrive. Super. C'est fini. Donc, on peut comparer cette prise de position-là à celle beaucoup moins tranchée que prend l'Aketa durant le débat sur le Ritalin. C'est un débat particulièrement virulent au Québec à la fin des années 1990. La revue Rendez-vous, elle est assez peu critique de l'usage accru des médicaments pour traiter les symptômes de troubles d'apprentissage. Elle va en recommander l'usage dans 10 textes différents entre 1993 et 2001. Elle va même faire partie du comité consultatif sur le Ritalin qui est mis en place par le ministère de la Santé et de l'Éducation. Donc, l'Aketa est pleinement consciente des débats qui entourent la consommation de psychostimulants
mais elle décide plutôt de rassurer ses lecteurs sur leur bien-être. Elle rend plus lisse un débat qui est pourtant virulent dans d'autres sphères de la société québécoise, et surtout, elle adopte la position de la plupart des professionnels. Donc, en conclusion, bien que les deux catégories concernées aient connu un essor semblable à partir des années 1990, la Fédération québécoise de l'autisme et l'Association québécoise des troubles d'apprentissage y adoptent des stratégies bien différentes. Si la FQA cherche à consolider son rôle de représentation des parents de personnes autistes, la QETA s'est plutôt professionnalisée pour devenir un carrefour autour duquel gravitent différents regroupements professionnels. Dans les prochains mois, je vais explorer différentes hypothèses pour expliquer ces différences-là, mais j'estime déjà que dans les deux cas, c'est un désir de participer aux discussions politiques qui motivent les associations, mais que comme elles évoluent dans un contexte politique différent, ça suggère des stratégies différentes. Donc voilà, c'est vers là que je m'en vais. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour avoir tenu le temps. On va prendre 2 questions, si possible, courtes. On a quand même le temps de prendre des questions. Merci. Est-ce que c'est dans ces deux associations, est-ce qu'il y en a une qui laisse beaucoup plus la parole aux personnes concernées et l'autre pas, ou est-ce qu'il y a des temporalités où ça se produit? Et c'est voilà. Merci. Merci. Ça, c'est super intéressant. Les personnes diagnostiquées sont pas complètement évacuées. Puis, effectivement, une temporalité, dans les 5-10 dernières années, il y a un désir de les impliquer plus dans le discours de l'association. Mais ils apparaissent assez peu. Dans les deux cas, il n'y a pas vraiment de grande différence à ce niveau-là. C'est peut-être plus surprenant du côté de la Fédération québécoise de l'autisme, qui donne une place un peu plus grande aux parents. Donc, on aurait pu penser qu'il y avait une plus grande place aussi aux personnes diagnostiquées. Mais ouais, dans les deux cas, ces prises de parole-là ne seront pas vraiment via des associations comme celle-là. Je pense que les personnes diagnostiquées ont leur propre prise de parole dans d'autres sphères, notamment des mouvements pour la neurodiversité, la neuroatypie. Mais je dirais, si j'avais à faire une projection vers où le discours s'en va, je pense que quand même il y a un désir de les impliquer un petit peu plus dans les associations de parents. Et alors, je vais enchaîner sur une deuxième question. Est-ce que ces associations, tu dis qu'il y en a une qui est, moi j'entendrais plutôt, qui porte une parole un peu plus militante, et l'autre, en tout cas, plus professionnelle et d'institutionnalisation. Est-ce que c'est des associations qui soutiennent des établissements, des dispositifs qui accueillent les personnes en situation de handicap, ou alors là je prends vraiment la référence de la France, et donc comme j'ai aucune idée de comment ça s'organise au Québec, bon, peut-être ma question n'a pas lieu. OK, ben en fait, dans les deux cas, c'est des associations qui se donnent un rôle de beaucoup d'information. C'est plus, le destinataire est différent, mais ils ne vont pas faire nécessairement de prescription sur c'est quoi les bonnes méthodes. Ils ne vont pas, même la Fédération québécoise de l'autisme, qui apparaît un petit peu plus dans le militantisme, mais je n'utiliserais pas ce mot-là. Peut-être que c'est ça qui sortait en 15-20 minutes, là, mais c'est plus la représentation. Mais les deux se font un peu le porte-voix à différents degrés de ce que les politiques éducatives prescrivent, de ce que les différents professionnels prescrivent. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Très bien. Bien. Merci beaucoup encore.